et dont les noms suivent. Adam Abdou Mourazik, Ado Constant, Afaou Isaac, Agbeviade Achou Victor, Agbomenou Kovi René, Ageounde Babatunde Meriak, Akobi Kawide Ogoudele Patrice, Amou Maoutin Aimé, Asangbe Atinkpo Rufin, Balo Isidore, Bata Madinatou, Bonou Mevoyon Michael Morel, Biaboya Fawanyeifa Kouyenidou Joseph, Chala Odumola Chabi Maurice, Da Nouvelle Sounon Oluwatosin Harold, Dahweto Gogo Albert, Djibril Afo Marzouk, Joy Kentosu Ricardo, Jossou Marcelin, Jossou Eric, Faladjou Akpo Samuel, Behun Maounion Prudence, Nyanvi Maounion Luc, Nipo Segla Thierry, Nyonofon Samson Ruth, Hanyame Setonde Marcos, Hundeyon Yenido Pacom, Humbemon Ezekiel Nonvignon, Humegla Crespin, Hunkanrin Kouvi Ernest, Humpati Francis, Humpe Jorki Romeo, Hunahen Renold Prudence, Hunome Akwemaho Olivier, Hunyovi Julien Ulrich, Idrissou Bachirou, Koba Élisée Depo, Kouke Priska, Kouyema Flora, Panou Jesuklo Prudence, Pekou Hwenou Mabou Amour Ulrich, Lakoussa Kofi Ramsey Bertillon, Laourou Akomola Lucien, Lokono Missoua Maxime, Mabou Firmin, Maossi Todonou Christophe, Medenou Semevo Noé, Meveni David Espoir, Naï Segla Emmanuel, Ndneran Korsi Epiphane, Ourouyari Seydou Salfadine, Sabi Micheline, Sagi Tchaginare, Salah Isonani, Salifou Adam, Sambieni Kouecha Pierre, Sambieni Bienvenu, Sosa Enoch Prudent Harold, Tambourou Ousmane, Tamou Dafia Seibou, Ketanyi Seblo Dieudonné Emmanuel, Tiko Hwenapon, Togbe Maoupego Daniel, Touriyaba Victor, Yansani Idrissou, Yokosi Iropa Victor, Zénotin Arnaud, Zunkosi Prosper. Les intéressés, munis de leur carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité, sont priés de se présenter au commissariat de police de Bembereke le mercredi 10 juin 2020 à 7 heures pour le test de dépistage à la COVID-19. À l'issue du test, ils feront leur entrée au centre de formation militaire de Bembereke. Et voilà, nous nous retrouvons donc pour la causerie matinale. Nos invités sont déjà sur place. Félicien, merci d'être là, cher ami Félicien. Bonjour Théodule, bonjour à tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal, au quotidien partenaire. Merci de répondre à notre invitation. Nous avons également avec nous Stanislas Gbenoupo Amoa, journaliste et animateur. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir, Théodule. Vous avez décidé de participer donc à la causerie avec nous ce matin. Premier sujet, vous le savez très bien, depuis un certain temps, nos plateaux de médias, de chaînes de télévision, on souffre de l'absence des hommes politiques pour des débats qui les concernent. Nous remarquons leur absence ou à des moments donnés, ils déclinent les invitations. Ceci constitue quand même un véritable problème. Pourquoi cet état de choses ce matin autour de ce plateau? Nous allons en parler, monsieur Félicien. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes aussi journaliste. Est-ce que vous avez été confronté à ce problème de l'absence, que vous ayez invité un homme politique sur une question d'actualité pour un débat et qu'il brille de son absence à ça? Oui, pas sur un plateau, puisque moi je suis beaucoup plus à l'écrit. À l'écrit. Donc, il vous arrive parfois de caler un rendez-vous avec un homme politique. Il accepte pour peut-être que vous l'enregistrez, mais à la dernière minute,
soit il ne vous répond plus, il ne décroche plus vos appels, ou carrément vous plus allez à message. l'endroit et vous ne le voyez pas, il n'est pas là. Ou il y en a qui sont quand même honnêtes et vous disent que en fait, ce sujet-là, ça ne l'intéresse pas, ou que bon, lui, il a réfléchi, il pense qu'il ne peut plus se prononcer sur le sujet. Alors, ignorant peut-être le problème que lui, vous crée, parce que en réalité, vous avez déjà calé son intervention dans un dossier ou bien dans un document donné, et donc, il refuse à la dernière minute. Or, vous avez un deadline pour pouvoir déposer votre élément, et donc là, il vous crée des soucis. Et puis, à côté, il y a quand même certains qui vous harcèlent, qui veulent que vous les preniez, qui veulent que vous leur donniez la parole, qui veulent quand même se prononcer sur l'actualité. Mais là, c'est le journaliste qui est parfois réticent, parce que celui qui brûle d'envie de parler, de se prononcer sur un sujet, on ne sait pas ce qu'il veut dire, on ne sait pas s'il veut dérailler, il veut déraper, donc le journaliste se montre prudent et méfiant, et donc il y a de ces problèmes-là. Avant, ce n'était pas aussi récurrent, mais de nos jours, on sent que le phénomène devient de plus en plus là, parce que les formations politiques que nous avons aujourd'hui ne sont plus les formations politiques de quartier, ce n'est plus des partis politiques que les gens veulent dans leur sac à main, et donc le chef de parti il est là, à tout moment il peut se prononcer sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, que vous soyez de FCBE, que vous soyez de l'UDBN, l'Union Progressiste ou bien BR ou encore un autre parti, vous ne pouvez pas vous prononcer sur un plateau de télévision ou bien de radio au nom du parti sans aucune autorisation préalable. Très bien. Parce que vous voulez intervenir au nom du parti. Et donc, avoir l'autorisation, c'est pas facile parce qu'on va vous demander, mais vous voulez dire quoi? C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est vraiment opportun? Et donc, tout ça fait que ça traîne. Et donc, les journalistes sont en difficulté. Très bien. Nous allons revenir sur les trois cas que vous venez de citer, ceux qui brillent de leur absence, ceux qui déclinent les invitations et ceux qui ont envie, qui se manifestent eux-mêmes. Alors, Monsieur Stanislas Gbanou-Pouamoua, vous avez été également confronté à ce problème de l'absence des hommes politiques, en tout cas des techniques par rapport à des sujets thématiques qui brillent de leur absence. Vous avez été confronté à cela. Oui, quand vous êtes dans le monde des médias, quand vous êtes journaliste, c'est que vous faites des émissions ou des interviews qui nécessitent quand même la présence d'invités et surtout d'invités politiques sur vos différentes émissions ou créneaux d'intervention. Forcément, vous devez être confronté à cet état de choses. Et je pense quand même que les hommes politiques ici au Bénin ont peut-être leur agenda que nous, journalistes, ne maîtrisons pas forcément. Et Félicien a touché un aspect très important tout à l'heure. Vous savez que un homme politique n'est pas là est nihilo. Il ne fait pas des actions pour lui-même, il n'intervient pas de lui-même, surtout s'il s'agit des sujets politiques qui peuvent induire tant bien que mal une certaine influence sur l'opinion publique. D'abord, quand nous prenons le cas de ceux qui déclinent les invitations, nous prenons cet exemple d'abord. Oui. Les raisons qui les motivent à ne pas répondre à ces invitations. Oui, essayons, puisque nous ne maîtrisons pas forcément les raisons, mais essayons quand même d'analyser, de voir un peu les probables raisons. Comme probable raison, il peut s'agir de certaines positions. Il peut s'agir par exemple de ce que la hiérarchie ne veut pas que l'intéressé puisse intervenir à ce moment-là. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de l'opportunité de la sortie. Vous pouvez appeler à invitation des hommes politiques qui ont envie de s'exprimer, mais dont la hiérarchie ou bien dont le bureau politique estime que ce n'est pas encore le moment pour eux d'intervenir sur ce sujet, vu peut-être soit sa densité, vu peut-être soit également sa délicatesse, ou que selon que sa mauvaise manipulation peut induire un effet ou un autre dans l'opinion. Et donc, c'est pour cela que nous remarquons très souvent des hommes politiques qui acceptent nos invitations et qu'à la dernière minute, ils vous disent, mon cher ami, je ne peux plus venir. C'est vrai que à l'évocation, ils ne disent pas forcément les raisons. Ils ne le disent toujours pas. Mais quand vous lisez entre les lignes, quand vous observez un peu l'actualité, vous pouvez savoir que il peut s'agir de telle ou de telle autre chose. Donc,
Essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui ne viennent pas, qui déclinent, ce n'est pas forcément de leur gré. Maintenant, il y a d'autres qui, dès les premiers contacts, vous disent, bon, mon cher ami, je ne peux pas venir parce que ils peuvent donner des raisons. Mais toujours est-il que dans le paysage politique, en tout cas qui est le nôtre, les invités ne disent pas exactement ce pourquoi ils ne peuvent pas venir sur les émissions. Je pense qu'on ne doit pas leur en vouloir, mais essayer de les comprendre parce que la sphère politique à laquelle ils appartiennent ou bien des réalités que nous ne maîtrisons forcément pas peuvent faire qu'ils s'absentent pour une raison, pour une autre. Donc, on va essayer simplement de les comprendre. C'est vrai que nous, ça nous pénalise parce que nous avons des créneaux à boucher, des deadlines, des espaces qui se vident, mais comprenons-les, ce sont des hommes politiques qui ont leur agenda, qui ont leurs priorités également. Et vous savez également que dans d'autres conditions, nous ne sommes pas demandeurs, c'est eux-mêmes qui vous mettent la pression, qui vous appellent pour passer. Donc, je crois quand même que il y a de probables raisons qui justifient leurs absences. Dans le même temps, on doit essayer de les comprendre parce que ce sont des hommes politiques, ils ne sont pas forcément journalistes. Ils n'ont peut-être que faire de ce que nous voulons faire, de peut-être nos émissions et autres, à un moment donné, parce que leur agenda ne le leur permet pas. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Fayon Félicien, oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure et ça a retenu mon attention quand vous dites qu'aujourd'hui, l'espace, le schéma qui se présente actuellement au sein des partis politiques ne leur permet pas de répondre à l'invitation parce que d'abord il y a l'hiérarchie qui doit vous donner l'autorisation, vous canalisez, vous briefez parce qu'il y a des spécialistes du sujet, de la question à laquelle vous voulez participer sur le plateau. Est-ce que aujourd'hui c'est réellement ou uniquement à cause de ces raisons ou il y a d'autres selon vous qui sous-tendent ces absences répétées? Je pense que c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus le fait que les partis se soient organisés et donc que les partis n'appartiennent plus à des personnalités, à des individus, mais beaucoup plus aux militants. Et donc, personne ne peut dire aujourd'hui, vous, allez-y, vous irez sur un plateau, dire ça. Personne ne peut plus dire ça aujourd'hui si ce n'est pas une décision du bureau politique, si ce n'est pas une décision de l'exécutif. Et non seulement l'exécutif décide et vous désigne, mais aussi on vous donne la conduite à tenir sur le plateau. La ligne à suivre. La ligne à suivre, la position du parti par rapport au sujet donné. On vous le dit et vous allez là-bas, c'est pour défendre ça. Et puis en plus de cela également, lorsque le journaliste peut-être identifie quelqu'un, un député dit, bon, nous voulons prendre telle personne, et que le député dit, référez-vous à la hiérarchie de mon parti. Si le parti estime que, ou bien pense que ce député, cette personnalité-là ne peut pas faire l'affaire, le parti peut refuser et décliner l'offre. Parce que si ce n'est pas par exemple un entretien, et que c'est un contradictoire, et que les gens voient qu'en face de cette personnalité-là, celui qui sera là pourra peut-être le contrer et le faire tomber, le parti peut dire non, il n'ira plus. Ou alors on vous envoie telle personne. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Ne demandez pas à n'importe quel parti aujourd'hui de venir sur un plateau de télévision parler de la loi explicative sur le code électoral qu'il y a eu la fois dernière, avant même la rencontre avec le secrétaire, ou bien avant que la loi ne soit promulguée, vous les appelez, ils ne vont pas revenir. Il ne faut pas venir. Parce que il faudrait que leur parti ait une position donnée d'abord par rapport au sujet. Il faut qu'ils s'entendent ce qu'il faut dire. Sinon, si le représentant du parti politique va tenir un autre langage, et que le lendemain, le parti pose un acte qui est contraire, ou bien qui n'est pas conforme à ce que le représentant de ce parti politique aurait déjà dit, ça pourrait créer des problèmes à ce parti-là. Puisque d'abord, en intervenant sur un plateau de télévision, peut-être que deux organes vous suivent et vont récupérer ce que vous avez dit, vos déclarations, vos affirmations, et vont déjà les relayer. Alors que votre parti n'a rien dit encore, ne s'est pas encore prononcé. Ouais. Donc voilà pourquoi cette organisation aujourd'hui, elle a ses revers, elle a également ses avantages. Donc c'est ça qui fait que des gens ne sont plus libres. Vous allez prendre peut-être un sociologue, il va dire oui. Un citoyen, oui, un militant, ça peut venir même parler. Mais un responsable d'un parti politique qui peut vraiment donner la position d'un parti politique, non. Encore que dans les règlements intérieurs et également les autres tests, les statuts des partis politiques, il n'est pas autorisé qu'un seul militaire aille sur un plateau de télévision se prononcer au nom du parti politique sans l'avis du parti. Ce n'est même pas autorisé. Des gens le font peut-être par ignorance, mais en réalité, ce n'est pas permis. Et donc,
Ça, aujourd'hui, peut être l'une des principales causes de ce que les acteurs politiques ne sont plus aujourd'hui libres ou bien disponibles de venir donner leur position sur un plateau de télévision. Très bien, mais nous avons vu certains partis politiques, et c'est vrai, c'est des réalités d'aujourd'hui, les raisons que vous évoquez, mais nous avons vu également des partis politiques qui étaient des hommes politiques, oui, qui étaient carrément absents des plateaux de télévision et de radio, carrément absents, je ne veux pas citer de nom, mais quand vous les invitez, ils disent nous n'avons pas envie de venir, nous n'avons pas envie d'opiner, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. On a été confronté à ça, à ce refus catégorique et direct. Selon vous, Félicien Fayon, c'est quoi la cause fondamentale de ce refus catégorique? Parce que là, vous empêchez. Vous empêchez vos militants de comprendre votre position. Vous empêchez la population de vous entendre. Donc, vous savez, il y a des personnalités qui ont des principes. C'est leur principe. C'est qu'elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas se prononcer publiquement sur un sujet donné. Quand bien même elles ont leur position. N'allez pas appeler, par exemple, Henri Mbedi pour dire, Monsieur le Président, on souhaiterait que vous veniez nous donner votre position par rapport à la loi interprétative. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas parce qu'il va dire, vous voulez qu'il vienne dire quoi? Il ne viendra pas, il ne va pas répondre. Il ne va même pas discuter avec vous par rapport à ça au téléphone parce que peut-être que vous pouvez récupérer ce qu'il va dire, mais il ne dira rien. Appelez peut-être Bruno Amoussou, dit, Monsieur le Président, quel est votre avis? Il ne vous répondra pas. Il ne viendra pas sur le plateau, il ne vous répondra pas au téléphone parce que c'est des gens qui sont très méfiants et très prudents. Ils ne veulent même pas qu'un seul bout de phrase qu'ils auront prononcé leur peut-être que des ennuis ou bien aillent contre leur position ou bien leurs actes futurs. Donc, ils sont très méfiants. Donc, eux, ils ont des principes. Ils ne se prononcent pas sur la question. Mais il y en a, par contre, quand vous les appelez, je donne un exemple, vous appelez le président de ces forces par exemple au téléphone, il peut tout de suite par téléphone derrière vous donner sa position. Avant de vous dire après, je ne pourrai pas être sur le plateau. Mais vous pouvez vous dire, cette loi-là, je ne suis pas d'accord. Ou bien ça, je suis contre ça, là, c'est bon, ça, ils ont bien fait. Donc, ça dépend le président Soglo, il prend assez de temps. Voilà. Assez de temps pour vous expliquer, c'est tout un coup qu'il vous voilà. Donc, ça dépend de chaque personnalité en réalité. Et donc, parfois, c'est ça. Mais si c'est les partis politiques, c'est autre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la télé, mais en réalité, qui ne veulent pas qu'on connaisse officiellement ou bien tout de suite leur position sur ces sujets donnés. Et pourtant, il y en a qui disent accompagner les actions du chef de l'État, être de la mouvance, et qui sont dans cette logique. Comment est-ce que vous voulez que la population, vos militants, vous écoutent, vous entendent, comprennent votre position? Non, je pense que il y a peut-être deux aspects à interpréter ou à essayer d'analyser à ce niveau-là. Oui. Je pense d'abord que tous les hommes politiques ne sont pas faits pour les médias. Ça, c'est mon opinion. Et quand vous êtes homme politique, vous pouvez soutenir l'action d'un régime ou en être opposant sans être constamment présent dans les médias. C'est d'ailleurs pour cela que au niveau des partis politiques les plus structurés, j'allais dire, il y a une cellule de communication qui travaille à aguerrir davantage les personnes qui seront probablement désignées pour intervenir dans les médias. Vous avez des partis politiques qui n'ont que un ou deux visages qu'on voit de façon courante dans les médias. Ce n'est pas parce que l'éminence grise ou bien des personnes qui peuvent parler aisément n'existent pas au sein de ces partis. C'est ça. Mais on sait que quand ces personnes-là iront, elles ne pourront peut-être pas défendre valablement la ligne du parti ou bien ne pourront peut-être pas respecter scrupuleusement les directives de la hiérarchie du parti. À partir de ce moment, on se concentre sur 2 ou 3 personnes qui sont là et on dit à tout moment où les médias vont vous appeler, c'est à vous maintenant d'aller intervenir sur les médias. Et même avant d'y aller, eh bien, voici la ligne à suivre, voici les directives. Donc, il y a des personnes qui sont dans des partis depuis 15-20 ans, mais qui ne sautent pas comme ça dans les médias, mais qui sont là, qui font leur travail considérablement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous les hommes politiques ne sont pas de facto faits pour intervenir dans les médias. Si c'était le cas, nous-mêmes, on serait quand même en griffe dépassé, on serait saoulé parce que, voilà, tout le monde irait un peu partout, ce n'est pas bien. Donc,
je crois que dans un parti structuré, il faut des personnes. On peut avoir un groupe de 5 personnes qui dans les médias audiovisuels, qui ont l'art de communiquer, c'est ça. Parce que le message, oui. C'est ça. L'autre chose aussi, c'est quoi? Vous pouvez, je le disais tantôt, vous pouvez avoir l'art de parler sans être pour autant convaincant dans la communication politique. Parce que la communication politique, ça s'enseigne. Il y a une matière qu'on appelle la communication politique. Vous pouvez avoir l'oratoire, l'éloquence qu'il faut, mais en matière de communication politique, il y a des mots qu'on ne peut pas employer dans certaines conditions. Il y a des expressions qu'on peut employer pour apaiser ou soit pour dénoncer. Donc, il y a tout ça. Il y a que dans des partis structurés, même sous d'autres cieux, vous voyez que avant la sortie médiatique, soit d'un chef d'État ou d'un chef de parti politique, mais il y a toute une organisation. La cellule de communication ne dort pas. On prépare cela sur des semaines avant de prendre un discours, bien avant de tracer les lignes directives, d'opiner sur un sujet. C'est pour cela que vous allez remarquer que des personnes vous disent « Oui, je suis d'accord pour votre invitation, mais le temps presse. Donnez-moi peut-être 2 semaines pour me préparer, ou bien donnez-moi du temps, je vous reviens. » Quand les invités nous disent souvent « je vous reviens au téléphone », c'est que ils vont s'en référer d'abord à leur hiérarchie et maintenant préparer ce qu'ils viendront dire sur vos plateaux ou bien dans vos colonnes. Parce qu'on ne parle pas n'importe comment. Quand on est en matière politique, on n'utilise pas les mots n'importe comment. On peut même utiliser des synonymes s'il le faut. Il y a même, je l'ai su quelque part, qu'il y a même un lexique qui est bien tracé. Il y a des mots qui sont choisis pour opiner sur tel ou tel sujet. Donc, c'est très délicat. Il a parlé tout à l'heure de la manipulation. Vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut faire très, très attention par rapport même au choix de vos mots. Parce que tout mot déplacé de son contexte n'a plus la même signification. Et quand c'est récupéré maladroitement, ça peut avoir des revers. Donc, ceci mis dans cela, c'est très important de notifier que les hommes politiques ont peut-être raison d'être prudents quant aux invitations. Quand ils décident de ne pas venir, ce n'est pas forcément de leur gré, mais c'est parce que la hiérarchie ne veut peut-être pas ou que la hiérarchie ne les sent pas aguerris pour intervenir sur les plateaux et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Très bien. Félicien Fayon, vous partagez Je suis entièrement d'accord avec lui parce que tout le monde n'intervient pas au nom d'un parti politique. Même si vous maîtrisez le sujet, même si à l'interne, lorsque le débat vient, vous arrivez à bien défendre le parti politique, ça ne veut pas dire que vous avez les aptitudes qu'il faut pour aller sur un plateau de télévision et intervenir au nom de ce parti politique, parce qu'il y a plusieurs critères quand même pour aller sur un plateau de télévision. Comme il a dit, la communication politique est très importante. Si vous allez et que quand bien même on vous a donné les idées, vous ne savez pas les aligner comme cela se doit, vous ne savez pas les utiliser, vous risquez peut-être lors de la première question vider tout ce que vous avez amené comme cartouche, alors que votre vis-à-vis peut-être sait à quel moment sortir telle réponse au nom du parti politique. Donc, si on vous envoie et qu'en 5 minutes sur 52, vous videz tout ce que votre parti vous a recommandé à aller dire sur le plateau, c'est que vous n'êtes pas un bon communicant politique, vous n'êtes pas un bon communicateur. Donc, ça, il y a ce problème-là qui va se poser. Et donc, tout ça, ça s'enseigne. Donc, on essaie d'identifier au sein du parti politique, quand vous prenez par exemple l'Union progressive, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes personnes. Si c'est pas Sepoto, c'est Benoît, ou bien c'est c'est ces personnes-là. Vous allez par exemple au niveau du bloc républicain, si ce n'est pas peut-être Jean-Michel Avimbora lui-même qui intervient, c'est Okun-Lola, puis c'est Janvier Yahodé ou bien. Donc ils sont un certain nombre. Donc c'est comme ça au niveau des partis politiques. Vous allez au niveau des FCB, c'est Yarou qui est habituellement là. Même Paul Onko, même il est souvent là sur les plateaux. Donc il y a des gens qui peuvent, même si on ne leur donne pas certaines consignes données, qui peuvent défendre le parti, qui peuvent vraiment tenir sur un plateau et revenir à cela. Vous allez à l'UDBN, il y a un porte-parole qui est là. Et donc, chaque parti est organisé. Tout le monde ne peut pas parler. Tout le monde n'a pas l'art de parler, en tout cas à la télévision, sur des questions politiques, quand bien même il y en a qui sont intelligents, qui comprennent bien le sujet, qui maîtrisent bien le sujet, mais il ne peut pas les transmettre. Il ne peut pas les exposer, les défendre sur un plateau donné. Très bien. Et pour ceux qui répondent, nous allons quand même apprécier et dire merci à ceux qui répondent promptement, spontanément à vos invitations et qui arrivent à tenir le coup sur le plateau, arrivent à vous satisfaire. Ceux-là, quand même, il faudrait leur donner une satisfaction. Oui, c'est vrai qu'on leur doit cette reconnaissance. Et puis c'est aussi vrai que parfois ça dépend du journaliste, parce que lorsque l'animateur voit que l'invité ne tient pas
on nous enseigne qu'il y a quand même cette manière-là de pouvoir aider l'invité à tenir jusqu'à la fin. Il faut savoir gérer le plateau, il faut savoir gérer les questions, les relances pour que l'invité puisse tenir dans le temps. Sinon, vous-même, si votre émission c'est 52 minutes et qu'en 15 minutes, le gars n'a plus rien à dire, vous-même en tant qu'animateur, journaliste, vous n'êtes pas à l'aise, ça va être une erreur pour vous. Ça veut dire que le casting n'a pas été très bon. Et donc, vous avez l'obligation de faire en sorte que lui tienne. On peut peut-être les remercier, mais est-ce que vraiment c'est une obligation pour nous? Je le dis parce que si les journalistes, si la presse ne parle pas des partis politiques, si la presse ne fait pas parler les acteurs politiques, est-ce que effectivement ces partis-là peuvent vraiment s'adresser aux populations, peuvent communiquer avec les populations sur leur position face à des sujets donnés? Et donc parfois c'est une obligation pour eux-mêmes, et un parti politique bien organisé en son sein doit pouvoir faire en sorte que chaque mois ou bien chaque trimestre, ou bien en tout cas définir une période pour envoyer quelqu'un sur un plateau, même si le plateau n'est pas demandeur, il faut quand même s'organiser, avoir des contacts avec ces animateurs de ces émissions politiques là, pour dire bon ben nous on souhaiterait faire une sortie. Sinon, votre parti aussi va mourir dans le silence. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, il faut vous-même, en votre sein, au niveau de ces partis politiques là, susciter des émissions, oui pourquoi pas, et aller sur des plateaux pour aller donner votre position sur l'actualité politique. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on va peut-être dire merci, mais est-ce que c'est une obligation pour nous de leur exprimer cette reconnaissance? Sinon, eux-mêmes aussi, c'est leur devoir de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner leur position de façon périodique. Oui, sur la même question, si vous le permettez, je pense que oui, on n'est pas forcément tenu de les remercier, même s'il faut reconnaître quand même, surtout pour certains plateaux matinaux, voilà, se réveiller tôt, être à la disposition des médias, ce n'est pas chose facile, mais nous, c'est notre métier aussi de se réveiller tôt. Donc, je crois que les partis politiques, autant tout le monde dans un parti politique ne peut pas intervenir sur les plateaux, autant les partis politiques ont besoin d'être présents dans les médias. Ça peut paraître antinomique, mais c'est une réalité. Les partis ont besoin d'être présents dans les médias pour leur visibilité, pour que les gens, les populations à la base, puissent savoir ce qu'ils sont en train de faire concrètement, leur opinion sur tel ou tel sujet de l'actualité. Et moi, je pense même que cela manque un peu en tout cas, à l'actualité médiatique actuelle, en tout cas aux événements qui se produisent dans notre... Cela manque. Par le passé, on était habitué à des sorties de certains partis politiques ou bien même des acteurs politiques, des figures de proue de l'histoire politique de notre pays qui sortent sans que les médias ne soient demandeurs, qui font des conférences de presse pour opiner sur tel ou tel sujet de l'actualité. On vient de finir les élections communales, on a procédé à l'installation des maires. Un acteur politique de poing peut sortir et donner son avis, donner sa lecture et faire peut-être une comparaison avec les élections législatives, dit que oui, au niveau des élections législatives, il y a eu ci, ça, mais pour les communales, il y a eu ci, ça, et en tirer les leçons. Un parti politique peut faire ça. Et donc, je crois qu'on n'a même pas besoin d'attendre forcément que les médias vous appellent avant de répondre. Donc, pour ceux-là qui répondent, je crois qu'il faut le leur reconnaître, c'est quand même quelque chose, parce que à comparer avec les personnes qui sont appelées et qui ne répondent pas, ce n'est pas forcément évident. Donc, il faut le leur reconnaître, mais dire que les partis ont besoin d'être présents dans les médias. Et donc, quand on les appelle et qu'ils répondent, je crois que c'est tout à fait naturel. Il y a même d'autres personnes, des acteurs politiques, je ne vais pas citer, qui sont quand même très disponibles. Il faut le reconnaître également, qui se rendent disponibles. Vous pouvez les appeler à 2 h du matin, ils décrochent. Ou bien quand ils ne décrochent pas, ils voient votre appel, ils vous rappellent. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, il faut le leur reconnaître également. Très bien. Mais il y a aussi, Théodie, si vous le permettez, oui, bien sûr. Lorsque le parti politique refuse, d'accord, de se faire reconnaître sur un plateau, ou bien de se prononcer sur un sujet, il faut reconnaître que ça pénalise ce parti. Oui, ce n'est pas seulement aux journalistes qu'on fait du mal, qu'on pense qu'on fait du mal, ou bien la chaîne de télévision, ou bien la chaîne de radio qui vous invite. Ce n'est pas à cette chaîne-là seulement que vous faites du mal parce que vous avez laissé peut-être un vide, ou bien un espace vide là, mais vous-même aussi, le fait de ne pas dire votre position, de ne pas vous prononcer sur un sujet donné, ça pénalise le parti politique. Surtout que c'est très souvent à 0 francs. Ah ben, on vous demande même pas il paye pas, je ne vois pas quelle chaîne demande de l'argent. Ce n'est même pas très souvent, ils ne sont pas tenus de payer, ils ne payent pas. Ils ne payent pas parce que c'est gratuit. Et donc, ça les pénalise. Moi, je me rappelle en 2017, au moment où on était encore en plein dans la réforme du système partisan, en tout cas à l'Assemblée nationale, le débat était en cours, tout ça. Moi, j'avais initié un sujet pour le compte de Le Matinal. Et je devais donner la parole donc aux partis politiques qui existaient en ce temps-là, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Oui. Et donc,
j'ai pris l'avis de plusieurs partis politiques et il manquait FCPE. Vous vous rappelez que en 2017, FCPE n'était plus organisé comme ça. Il y avait de petits problèmes. Ils n'avaient pas encore fait leur congrès qui devait permettre à Zénote de prendre. Donc, c'est un sous, mais il était contesté parce qu'il était sorti des élections un peu divisé. Et donc, j'appelle un député qui était encore en fonction pour le compte de FCPE. Je dis, bon, il y a tel sujet. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je peux vous recevoir. Vous pouvez venir m'enregistrer. Mais vous savez qu'à 1 heure du rendez-vous, je l'appelle. Il me dit, oh ben, monsieur Fayon, je ne pourrai plus me prononcer par rapport au sujet. Je le laisse. Tout ce qu'ils veulent, le cas faire à l'Assemblée nationale. On est d'accord, le cas voter la loi comme ils veulent, le cas faire tout ce qu'ils veulent, on verra. Et c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Mais quand la loi a été votée, quand la charte des partis politiques a été adoptée, vous avez vu ce qu'ils ont subi. Ils ont raté les législatives. Et pour les municipales, ben, ça n'a pas eu de peu. Sinon, ils rataient aussi. Et donc, il suffisait de donner votre position. Les militants ils savent déjà ce que vous pensez du sujet, de l'actualité. Mais si vous vous taisez, et que vous ne dites rien, et vous menacez, croyant que quelque chose va se passer, non, mais vous pénalisez non seulement vous-même, le parti politique, puis ensuite les militants. Les militants. Et rien ne va se passer. Rien ne va se passer puisque nous sommes appelés à construire le pays. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Les réformes sont indispensables et nous en sommes là. Pour conclure cette première partie de la causerie matinale, c'est Sanisa Sbenbo. Qu'est-ce que vous proposez aux partis politiques? Qu'est-ce que vous leur proposez dans ce cadre pour que désormais les plateaux de télévision, de radio, etc., même les invitations de la presse écrite ne souffrent pas de leur absence pour qu'il y ait leur présence régulière? Bon, je pense d'abord que quels que soient les vœux ou les souhaits qu'on aura formulés ici, il arrivera des moments, c'est vrai, ce n'est pas notre souhait, mais il arrivera des moments où on ne les aura pas parce que les hommes politiques ont également leur calendrier. Vous appelez des gens qui, pour raison de voyage, vous disent je ne suis pas là pour 2 semaines, je ne suis pas là pour 1 mois. Donc, ils vont en mission, ils vont sur d'autres chantiers. Donc, ils ne sont pas là que pour être présents constamment dans les médias aussi, du lundi au dimanche, comme on peut le dire. Donc, il peut arriver, mais nous souhaitons que ça soit des cas rares, que ça soit des exceptions. Et qu'à défaut, parce qu'il arrive que vous appelez Monsieur X, quand il n'est pas disponible, il dit, bon, je vous envoie Monsieur Y. Donc, ils peuvent nous aider dans ces cas-là. Mais quand il vous dit, moi, je ne suis pas disponible, eh bien, trouvez un autre. Et il raccroche, ce n'est pas bien. Mais quand il dit, moi, je ne suis pas disponible, est-ce que c'est moi que vous voulez? On appelle des gens qui vous disent, mais vous voulez que moi-même, je vienne personnellement ou bien quelqu'un du bureau. Voilà. Quand vous dites que c'est lui-même, il vous dit, compte tenu de mon agenda, je ne peux pas être là, mais je vous envoie tel. Là, ça peut se comprendre. Donc, inviter les hommes politiques à toujours collaborer avec nous parce que autant nous avons besoin d'eux, autant ils ont besoin de nous. Donc, pour édifier les populations sur les différents sujets de l'actualité. Comme l'a dit Félicien Fayon, nous faisons, quoi qu'on dise, leur visibilité. Quoi qu'on dise. Alors, vous avez ébauché, c'est-à-dire entamé une proposition, c'est qu'au sein de certains partis, qu'il y ait au moins 5 personnes bien identifiés, bien formés, et qui ont la communication, qui savent ce que c'est que la communication politique, pour participer donc à ces débats dès que l'invitation serait adressée. D'autres propositions? Oui, cela va donc de la visibilité de ces partis politiques-là, parce que personne ne leur en voudra de ne pas forcément varier les invités. C'est que le parti a identifié ces personnes-là pour parler, pour être présent dans les médias, et puis c'est fini. La cellule de communication du parti, ou bien la direction de la communication de ce parti-là, doit pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des programmations pour que chaque période, c'est pas trimestre, mais c'est mensuellement, que le parti puisse quand même être présent dans les médias. Et même si vous n'avez même pas un plateau, susciter quelque chose bien sur la page politique, la page Facebook du parti politique, mettre un mot, mettre une phrase qui va animer l'actualité politique. En fait, c'est ça en réalité. Ce n'est pas forcément le journaliste qui va initier tout un des sujets, qui va... Non, pas nécessairement. Et si le journaliste initie un sujet qui n'est pas intéressant pour le parti, alors qu'est-ce que le parti fait? Donc le parti lui-même aussi doit provoquer, doit susciter des débats. Et donc, rien qu'une phrase
sur Twitter ou bien rien qu'une phrase sur Facebook suffit déjà pour que l'actualité puisse commencer par tourner autour de cela. Et on sait que tel parti s'est prononcé pour dire que eux ne sont pas d'accord ou bien eux ne font pas ça, eux ne font pas. Il suffit aujourd'hui que le secrétaire exécutif national de FCBE aille sur Facebook et mette nous sommes très rassurés de ce que en 2021 nous aurons les 16 mai pour pouvoir parler de notre candidat. Ça suffit déjà pour que toute la presse s'en serve, pour que déjà des émissions commencent à s'organiser autour de mais c'est pas quelle magie. Comment est-ce que vous voulez le faire? Ça peut occuper les médias pendant 2 semaines. Ça suffit déjà de faire. Donc eux-mêmes, ils peuvent le faire. Eux-mêmes, ils peuvent prendre des initiatives. Maintenant, s'ils ne le font pas, et que c'est les médias qui les invitent et qui refusent, c'est qu'en réalité, ceux-là, je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la communication, mais c'est qu'ils n'ont peut-être pas le goût de la communication. De la communication. Merci à vous, Félicien Fayon, Stanislas Benko, merci. Donc, nous allons aborder le second sujet. Vous le savez, depuis août 2019, les frontières bénino-nigérianes sont fermées. Ces frontières sont restées encore fermées jusqu'à l'heure où nous parlons, parce que d'autres réalités sont venues se greffer à tout ce qui se passe. Est-ce que cette fermeture, cette réouverture, nous allons dire, est-elle oubliée ou classée? C'est là la grande question qu'on se pose. Félicien Fayon, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Cette réouverture dont on parlait depuis avant l'avènement de cette pandémie, ça il faut dire les choses par le nom, puisque c'est au regard de ça que ça a été fermé, les frontières ont été fermées à nouveau. Alors, est-ce que c'est oublié, c'est classé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que l'économie des deux pays, on en a besoin. Ouais. Vous savez, la question de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin date de très longtemps. C'est depuis d'ailleurs l'époque Kérékou, donc cette guerre existait. Au temps même de l'actuel président qui avait été donc déjà aux affaires, donc cette question existait. Mais plus tard, il y a eu quand même un accord qui a été trouvé, qui a été signé, l'accord de Badagry, et qui avait été donc signé. Donc il y a eu une entente entre les deux pays pour que désormais il y ait quand même des échanges commerciaux suivant donc des règles, du respect de certaines règles données pour que ces fermetures-là n'interviennent plus. Malheureusement, les clauses de cet accord n'ont pas été respectées par l'une ou l'autre des parties. Donc, ça fait que en 2013-14, c'est revenu encore au temps du président Boni Yayi. Mais le président Boni Yayi, au lieu peut-être de régler le problème définitivement, a dit que taper du poing sur la table, demander peut-être à la partie béninoise de faire en sorte que ces accords-là soient respectés, mais aller négocier avec le gouvernement nigérian pour que les frontières soient réouvertes. Effectivement, quand il y allait, effectivement, les gens, ils ouvraient les jours ou bien les heures qui suivaient, donc pour que, les échanges reprennent. Malheureusement, les acteurs du commerce béninois sont restés comme ça dans leur position, ils n'ont pas changé. Il s'agit notamment de la douane, il s'agit notamment des commerçants, des importateurs et tous ceux qui font transiter des marchandises par le Bénin. Parce qu'en réalité, ce que le Nigeria reproche au Bénin, ce n'est pas deux choses. Vous faites passer des choses par notre frontière, des choses qui ne sont pas produites dans votre pays. Vous importez ces trucs-là et que vous faites passer par notre frontière, ça vient envahir notre pays alors que nous faisons de la production locale. Et ces produits viennent concurrencer ce que les locaux produisent. Nous ne sommes pas d'accord. C'est tout le problème en réalité. Ils ont dit les véhicules d'occasion, ce n'est pas vous au Bénin qui produisez les véhicules, qui fabriquez les véhicules. N'importez plus de véhicules d'occasion, en tout cas ne les amenez plus chez nous. Dans nos ports, nous on a interdit cela. Mais pourquoi vos ports servent de transit pour ces produits? C'est la guerre. Ou alors dit, si un produit manufacturé, un produit qui est déjà dédouané, qui a les formalités qui sont remplies, que la douane béninoise escorte ce produit du Bénin jusqu'au Nigeria. Et ils ont été jusqu'à offrir des véhicules à la douane béninoise pour dire, désormais là, puisque vous n'avez pas de moyens, nous on vous donne des véhicules. Le Nigeria a offert des véhicules à la douane béninoise pour escorter ces produits-là jusqu'à la frontière pour les remettre à la douane nigérienne pour dire, tenez, on y va. Malheureusement, ça n'a toujours pas été respecté. Il est arrivé même que des gens tuent des douaniers, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien. Et donc, le Nigeria s'était fâché. Et vers fin 2016, déjà, il y avait une menace. Le Nigeria est resté, le Bénin est resté ici, je crois, sans un ambassadeur du Nigeria pendant plus de 2 ans. Oui, bien sûr.
Et à cause de ces problèmes, mais vers fin 2016, ils ont fait nommer un ambassadeur. Celui qui est là en ce moment, M. Ogoutouaté, il est là en ce moment. Et vers fin 2016, il est arrivé. Les mêmes problèmes ont repris. Des négociations ont été faites. Moi, je me rappelle, j'avais fait des productions là-dessus. J'ai beaucoup écrit et enquêté sur ces sujets-là. En 2017, la fermeture est intervenue en quelque sorte. Mais on n'avait pas écouté. En 2018, c'est fermé. Qu'est-ce que le Nigeria veut? Que le riz que nous, on importe chez eux, soit produit localement. C'est tout ce qu'on veut. Mais l'actuel président, vous savez, il a sa manière de gérer les choses. Bien sûr. Il n'a pas voulu prendre l'avion pour aller lui-même forcément négocier, plaider. Mais il est allé rencontrer le président nigérien pour discuter, pas forcément pour négocier, mais c'est pour voir ce qu'il y a comme problème. Qu'est-ce qu'on peut régler du côté bénin pour que le problème soit réglé? Des experts béninois sont allés, la douane est allée, notre ministre des Affaires étrangères est allé plusieurs fois. Il y a eu des discussions. Malheureusement, la partie nigérienne est restée sur sa position. Jusqu'à ce que ça n'a pas changé. En tout cas, jusqu'à ce que le coronavirus ne vienne et que le Nigeria lui-même, d'accord, envie de fermer toutes les frontières, d'accord, et puis de façon hermétique, parce qu'avant, avec le passeport, vous pouvez passer. Avec votre véhicule personnel, vous pouvez passer. Mais avec votre marchandise, vous ne pouvez pas passer. Si vous n'avez pas les pieds, vous ne pouvez pas passer. Mais aujourd'hui, je crois qu'à cause du coronavirus, c'est fermé hermétiquement, il n'y a plus de problème. Ce qui pouvait presser le Bénin à aller négocier pour que, bon, on ouvre encore, c'est peut-être l'essence paillot, mais le Bénin a opté pour la lutte contre le paillot. Et donc, on n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Le gouvernement travaille pour qu'aujourd'hui, les stations privées soient un peu partout dans le pays. Ils travaillent déjà. Oui, ils travaillent déjà, et donc, ils nous servent. En dehors de ça, qu'est-ce que le Nigeria nous donne en réalité? Ce n'est pas nous qui allons vendre là-bas, mais vendre quoi? Est-ce des produits locaux? Non. C'est le riz, c'est tout ça. Donc, je crois qu'on a fermé les yeux sur ça parce qu'en réalité, ça ne rapportait rien au Bénin. Lorsque le riz transite par le pays, par notre pays, ce n'est pas dédouané forcément. Nous ne gagnons rien dessus. C'est le Nigeria qui gagne. Donc, l'actuel chef d'État a essayé de faire en sorte que les acteurs béninois eux-mêmes se disciplinent eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette discipline parce qu'aujourd'hui, le riz ne quitte le Bénin pour le Nigeria. Plus rien ne quitte le Bénin pour le Nigeria. En tout cas, rien des produits prohibés ne quitte le Bénin pour le Nigeria. Nous produisons des œufs nous-mêmes parce qu'en réalité, l'œuf quittait le Nigeria pour le Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, il y a des gens qui produisent suffisamment d'œufs et c'est consommé au Bénin. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ça va à 100% et qu'on est indépendant du Nigeria, qu'on se fout du Nigeria. Mais je crois que avec la fermeté du chef de l'État, nous pouvons aujourd'hui dire les frontières peuvent rester fermées aussi longtemps que possible. Le Bénin tiendra. Vous avez vu, c'est eux-mêmes qui ont trouvé les moyens maintenant. Et l'essence paillot vient encore dans le pays, alors que nous n'en avons plus besoin. Je ne sais pas comment ils sont arrangés, mais il semble que ça revient encore, le prix a encore chuté. Et donc, toutefois, pour qu'il y ait une bonne coopération entre les deux pays, il est important de poursuivre les échanges pour que les frontières, dès que le coronavirus va partir ou bien va disparaître un peu pour que les frontières soient rouvertes afin que les échanges commerciaux entre les deux pays reprennent, mais sur de nouvelles bases. Très bien. Félicien Fayon l'a dit, Stanislas Benouko, aujourd'hui l'essence frelatée qui rentre à foison au Bénin, le prix, mais au départ c'était à 1500 francs. Quand la fermeture, il y avait eu la fermeture, le litre. Aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, c'est maîtrisé, 400, 300, la semaine qui vient de terminer, on a eu l'essence à 300 francs, à Porto Novo, même à 350, à Cotonou, 325. Et donc, tout est maîtrisé et qu'on peut se passer du Nigeria. Oui, mais dans votre question, peut-être il y a peut-être un rectificatif. L'État béninois n'encourage pas la commercialisation, la commercialisation du paillot, de l'essence relatée. C'est ce que je dis, mais voilà, donc quand même la situation. Voilà, donc quand même on n'en veut pas, c'est maîtrisé. Oui, c'est ça. Nous avons des stations qui sont en train d'être. Voilà, des stations sont là. Donc, si l'essence au niveau frelaté, si l'essence frelatée est peut-être à 300 francs ou bien 350, bon. C'est à eux de gérer, mais au niveau de l'État béninois, je crois que les stations, c'est à 505 francs à la station et l'État a organisé, en tout cas le redéploiement sur toute l'étendue du territoire national de stations-service à cet effet. Maintenant, pour ceci dit, pour en revenir maintenant à la question de la fermeture des frontières, j'ai suivi, je crois, notre consultant politique qui avait fait une chronique là-dessus intitulée « Vivre sans le Nigeria ». Et il disait en substance que le Bénin aujourd'hui, avec l'allure compris les choses, pourrait quand même vivre sans le Nigeria. Et je crois que
à l'allure où vont les choses, à l'analyse des faits, des réalités, des événements qui se succèdent, nous tenons quand même le coup sans le Nigeria. C'est non sans graissement de dents, forcément. C'est non sans difficulté. On ne peut pas dire que ce qui était ouvert, et on avait déjà certaines habitudes. C'est vrai que quand c'est fermé, les habitudes changent. C'est non sans difficulté. Mais je pense que l'hécatombe, ou en tout cas la tristesse que beaucoup avaient annoncé en disant que quand le Nigeria ferme là-bas, c'est le Bénin qui plie ici. Non, je crois que le Bénin, tel un roseau, a certes plié mais n'a pas rompu. C'est ça également ce qu'il faut retenir. Quand il y a une situation qui se pose, quels sont les avantages qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il faut toujours se rester là, fermer les yeux, commencer par pleurer, ou bien voir le bon côté des choses? Qui pouvait mettre son doigt au feu, parier pour dire que le Bénin va résister pendant 6 mois quand le Nigeria fermait ses frontières? Personne d'entre nous ne pouvait parier. Mais nous avons fait plus d'1 an déjà dans cette situation. Et excusez du peu, personne n'en est mort. Ça veut dire que nous avons des potentialités à l'interne. Nous avons quand même, quand nous réfléchissons bien, à sortir de nos tripes, ce qui peut nous aider à construire notre développement à l'interne nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pareil avec le coronavirus, où on ne s'attendait pas. Les informations du coronavirus. Exactement. Du côté du Nigeria. C'est ça. C'est ça qui est venu endurcir. C'est ça qui est venu endurcir la chose. Et on ne maîtrise pas forcément, on sait, nul ne peut prédire la fin de la pandémie du coronavirus, mais on essaye de vivre avec, on essaye quand même de s'accoutumer avec le respect des gestes barrières, le respect de ci et de ça. Donc je crois que entre le Nigeria et le Bénin, c'est une relation, une coopération de très longue date. Nous partageons des frontières, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Vous savez qu'anciennement, des commerçants béninois quittaient ici pour faire leur approvisionnement au Nigeria et vice-versa. C'est au niveau des 2 États, ça se faisait. Donc, il est à souhaiter que dès qu'il y aura un retour progressif à la normale, que les frontières soient réouvertes. Dans la mesure du possible, comme Félicien le disait. Et il faut également rappeler que l'État béninois n'a pas manqué de jouer sa partition. Peut-être que l'État n'est pas dans les médias tout le temps pour dire voici ce que nous faisons avec le Nigeria tout le temps, mais je pense que l'État béninois n'a jamais manqué de discuter avec son voisin nigérian. Les autorités à divers niveaux font ce qu'elles doivent faire pour échanger avec les autorités nigérianes. C'est déjà un bon aspect. Ça veut dire que l'État n'est pas silencieux sur la question. Maintenant, quand vous posez la question, est-ce que la réouverture est oubliée ou classée? Je pense, à mon humble avis, que cette réouverture n'est pas oubliée. Elle n'est pas classée non plus, mais les discussions étant en cours avec l'avènement du coronavirus, il y a eu certainement un frein, puisque tout le monde court maintenant pour lutter efficacement. Protéger les siens. Voilà, pour lutter efficacement contre la pandémie. Donc, les mouvements sont réduits au strict minimum, les voyages inter-États et tout ça. Donc, les frontières qui sont fermées, des aéroports ont été fermés et tout ça. Donc, c'est au plan mondial. Mais entre le Bénin et le Nigeria, il est à souhaiter que les choses reprennent normalement au fur et à mesure que la pandémie sera combattue. Voilà. Alors, Félicien Fayon, et donc, nous ne pouvons véritablement pas dire que la réouverture est oubliée ou classée, surtout quand on sait que l'actuel gouvernement est vraiment strict et contrôle véritablement tout ce qui concerne la communication de ces actions. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères, avec la commission mixte bénino-nigériane, des travaux se font, des négociations se font, parce que ça préoccupe et que l'après-coronavirus est là, il faut y penser et que les activités reprennent. Oui, vous savez, nous ne pouvons pas dire, on ne peut pas se réjouir tout de suite et dire que bon, les frontières peuvent rester fermées pendant longtemps et que bon, ça ne dit rien. Nous sommes peut-être prononcés sur un seul aspect, le carburant, l'essence frélatée, mais il y a d'autres aspects et le ministre des Finances vous dira peut-être que certaines de ces recettes ont baissé. Oui, considérablement, quoi qu'on dise, parce qu'il y a des échanges commerciaux entre les 2 pays et donc c'est eux qui savent quels sont les critères, quels sont les indicateurs qui leur permettent de savoir si ils ont perdu ou pas. Je crois quand même que nous n'avons pas gagné, même si nous, à l'interne, nous ne ressentons pas trop les effets. Je ne pense pas que nous gagnons à ce que les frontières demeurent fermées. Non, il y a que
Il y a même une certaine localité du Bénin, du Nigeria qui partagent les mêmes cultures, sûr. qui ne savent même pas qu'il y a ce qu'on appelle frontière. Et donc c'est le fait que la fermeture soit intervenue que les gens ont senti, mais ça dit qu'il y avait un pays qu'on appelle le Nigeria qui n'a pas, que le Bénin n'a pas, parce que vous allez au nord, vous allez vers Segbana, il y a des villages aujourd'hui où vous pouvez sortir le Naira pour payer à manger au Bénin, sur le territoire béninois. Il y en a également sur le territoire nigérien où vous pouvez utiliser le CFA. Parce que pour eux, c'est qu'il n'y a aucune différence. Il y a même des chefs villages qui officient, qui sont du Bénin, mais qui officient dans le Nigeria. Il y en a de même de l'autre côté. Parce que eux, pour eux, c'est que nous sommes ensemble, on est les mêmes. Et donc il faudra rouvrir les frontières pour permettre aussi à ce que ce brassage-là continue. Ça, c'est important. En dehors de l'aspect économique, il faudra rouvrir les frontières pour que cela continue. L'autre, c'est que nous pouvons vivre ça au Nigeria, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux pour nous de profiter du Nigeria? Si la frontière s'ouvre, il faudrait que nous puissions écouter ce que le Nigeria dit. Qu'est-ce que nous produisons pour vendre au Nigeria, à ce grand Nigeria qui fait près de 10 fois la population béninoise? Qu'est-ce que nous pouvons leur vendre? Qu'est-ce qu'on peut leur donner en retour et gagner? Donc il y a ça aussi. Donc, laisser les frontières fermées, ne plus rien dire, ne serait pas profitable pour nous. Et je sais que des discussions se font, des échanges se font, mais il faudrait aussi que les citoyens béninois aussi aident le gouvernement, c'est-à-dire et facilitent la tâche au gouvernement, et que les acteurs à tous les niveaux également facilitent la tâche au gouvernement. Je vais bien parler de la douane, je vais parler de la police et de tous les acteurs qui interviennent au niveau des frontières. La CCIB aussi a son rôle à jouer. Absolument. Parce qu'il revient à la CCIB de rappeler à l'ordre les commerçants qui travaillent, qui ont une ouverture vers le Nigeria, de les rappeler à l'ordre, afin que les mesures par nationalité, les mesures existent. C'est leur respect qui pose problème. Afin que ces mesures-là soient donc respectées. Donc l'appel de tous aujourd'hui, je crois que c'est que les frontières soient rouvertes normalement. Et puis maintenant, si le coronavirus partait, on va reprendre la vie active entre les deux pays comme cela se doit. Et nous savons que nous avons l'espoir que le coronavirus partira, puisque tous les jours les deux pays et le monde entier d'ailleurs sont donc mobilisés pour mener cette lutte. C'est pas Stanislas moi qui me dira le contraire, puisque matin, midi, soir, c'est lui qui nous informe sur l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, cette pandémie qui oblige d'autres comportements, nous en parlons, et donc la réouverture des frontières, la levée de ces mesures des mesures de suspension des relations d'abord entre les deux pays. Votre conclusion, votre mot de fait par rapport Oui, je pense que quand vous êtes des États voisins avec quand même ce passé historique assez formidable entre le Bénin et le Nigeria, il n'y a pas de quoi ne pas souhaiter la réouverture des frontières. C'est la moindre des choses. Il faudrait que les frontières soient ouvertes et que les échanges, surtout commerciaux, qu'il y a toujours eu entre les deux États, puissent continuer par l'être. Mais sur de nouvelles bases. Voilà, sur de nouvelles bases, dans le strict respect de nouvelles conditions qui seront définies de commun accord entre les deux États. Je pense que autant les deux États en ont besoin, autant nos deux populations en ont besoin aussi. Il l'a dit tout à l'heure. Nous sommes des populations sœurs. Et donc, entre le Bénin et le Nigeria, on doit pouvoir s'entendre pour construire notre développement. Félicien Fayon, c'est vrai, le Bénin peut et doit profiter de la proximité du Nigeria. C'est quand même près de 900 millions d'habitants. C'est déjà une consommation assez forte et importante dont il faut profiter forcément. Il faut profiter pour faire... Justement, c'est pour ça que la réouverture des frontières est importante. Nous crions cela, nous appelons cela parce que c'est vrai, aujourd'hui, le Nigeria vous dira, tel que nous on se dit aujourd'hui que nous on peut vivre sans le Nigeria et que bon, on s'en fout. Le Nigeria va vous dire aujourd'hui que nous aussi on s'en fout parce que j'ai suivi des autorités nigérianes dire dans les médias que dans leur pays, ils ont constaté quand même un accroissement de leurs recettes parce que le fait de fermer les frontières avec le Bénin et d'autres pays de la sous-région, ça fait qu'aujourd'hui, certains opérateurs économiques qui craignaient de payer certaines taxes et qui, au lieu de s'installer au Nigeria, vont s'installer dans les pays voisins, notamment le Bénin, le Cameroun ou autres, et faire des affaires après, maintenant, par les voies terrestres, envoyer tout ce qu'il y a comme marchandises et ne pas payer les taxes au Nigeria. Ceux-là sont obligés d'aller s'installer au Nigeria, de travailler avec le Nigeria. Donc, le Nigeria lui-même gagne directement son argent. Donc, ils disent à leur niveau qu'il y a eu amélioration au niveau de leurs recettes douanières et que c'est bon pour eux comme ça. C'est pour ça que chaque fois ils renouvellent la mesure de fermeture. Chaque fois ils renouvellent parce qu'ils disent que chez eux, ça va. Mais
Mais est-ce que chez nous, ça va? Nous devons aussi nous poser cette question-là et poursuivre. Mais en l'état actuel, je pense que même si le Nigeria décide d'ouvrir les frontières, le Bénin, à son tour, doit pouvoir la fermer. Les fermer parce que, à cause du coronavirus, parce que est-ce que nous avons tout le dispositif nécessaire pour contrôler les frontières que nous partageons avec le Nigeria, pour que ce virus-là, effectivement, parce qu'on connaît le taux de contagion de ce virus-là au Nigeria, on sait ce que ça donne aujourd'hui. Donc, dès qu'on va ouvrir les frontières, est-ce que le Bénin a le dispositif nécessaire qu'il faut pour contrôler de Semé craquer jusqu'à Segbana, les frontières, et ça peut y a des frontières officieuses. Et être sûr qu'il n'y aura pas vraiment ce mélange-là qui va faire envahir notre territoire par le coronavirus. Donc, même si le Nigeria ouvre aujourd'hui les frontières actuellement, je pense que l'État béninois, à défaut de mettre en place tous les dispositifs qu'il faut, doit pouvoir les fermer à son tour. Pas parce qu'il y a des problèmes au niveau de la coopération, mais pour protéger la population contre la pandémie du coronavirus. Merci à vous, chers invités. Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'être toujours présent. Merci de toujours répondre à nos invitations. Félicien Fayon qui ne fait pas comme les politiques, les policiers. Non, mais moi, mon boulot, c'est le journalisme. Donc, moi, je vis de ça. Donc, eux, c'est des politiciens, donc ils sont libres. Merci. C'était juste pour vous taquiner. Stanislas Gwenoupoamoa, merci d'être là, de participer à ce débat, à cette causerie. Nous avons eu une pensée à notre ami, il est toujours présent sur ce plateau, Ganiwa Nidé, qui a perdu son épouse. Oui, Ganiwa Nidé. Il devrait être sur le plateau avec nous ce matin. Malheureusement, hier soir, il a perdu son épouse et donc il est dans les préparatifs pour les obsèques. Nous avons une pensée pour lui. Nous souhaitons bon voyage dans le firmament à son épouse. Merci et que Allah, Dieu le Père, l'accueille dans sa demeure. Merci à vous, mesdames et messieurs. Avant de partir, nous allons faire le tour de la une de certains quotidiens du matinal de la Nation. C'est juste après la pause. Voilà, merci donc à la technique. Nous allons revenir sur la une du matinal, le matinal qui écrit ceci. Après 4 années de gestion à Parakou, les prouesses de Charles Toko qui obligent le maire Yaya Lassaïd Pourmont de l'économie municipale, la commune vaut à ce jour 15 milliards de francs CFA et puis du 47e rang en 2015. Parakou devient 3e en 2018. Charles Toko qui quitte la mairie la tête haute. C'est bien sûr l'essentiel du matinal de ce jour, le matinal que vous pouvez retrouver dans les kiosques et chez nos marchands de journaux au prix de 300 francs CFA. Nous allons parcourir très rapidement la Nation qui titre aujourd'hui les innovations de la plateforme e-learning, c'est par rapport donc au cours en ligne dans les universités publiques. Les innovations de la plateforme e-learning. Autre titre à lire, plusieurs accords signés entre le Bénin et la Suisse. Ce sont là l'essentiel des titres à lire avec la Nation, les innovations de la plateforme e-learning. Plusieurs accords signés entre le Bénin et la Suisse. Et puis les maires dans la plénitude de leur fonction. Planter un arbre est un acte divin à lire avec le quotidien La Nation. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin le matin de ce mercredi. Le prochain rendez-vous, c'est demain jeudi, dès qu'il sonnera 6h30. Très bonne suite des programmes.